semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, tous les intellectuels. Avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. Quelle analyse faire de la conférence de presse du procureur de la République? Affaires juridiques ou affaires politiques? Quelle lecture de la situation politique? Les guerres à l'APR, au PS et au PDS? Gambie-Sénégal? Le rapprochement entre les deux pays est-il une opportunité pour une paix définitive en Casamance? Pour débattre de toutes ces questions, Remue Ménage reçoit ce dimanche 5 mars Mohamedou Dia, journaliste et professeur de philosophie, et Ibrahima Maliktioune, juriste et enseignant-chercheur. Remue Ménage, Mohamedou Dia, Ibrahima Maliktioune, face à face et face à Alassane Samba Diop, dimanche 10h-11h sur Radio Futur Média. Bienvenue à tous, nous sommes dimanche 5 mars 2017 avec nous Mohamedou Dia, journaliste, professeur de philosophie, Ibrahima Maliktioune, juriste, financier, enseignant, chercheur. Merci messieurs de votre présence. Vous le savez, la sortie du procureur sur les affaires Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, Bamba Fall, Abdoul Mbaye entre autres, beaucoup de réactions de part et d'autre, et selon leur position et leurs intérêts, chacun donne son point de vue. Alors messieurs, quelle analyse peut-on faire de l'affaire Khalifa Sall, M. Mohamedou Dia? En tout cas, pour la sortie du procureur, donc Bassirou Gueye, c'est des choses qui se font maintenant de plus en plus. À Paris, le procureur François Moulin, à chaque occasion, donc, fait face à la presse et explique donc la situation, notamment lorsqu'il y a eu des attentats terroristes et même lorsqu'il y a certains faits divers, disons, qui émeuvent l'opinion publique. Donc c'est dans la nature des choses maintenant, dans un pays démocratique, que les procureurs puissent, puisque le procureur représente, n'est-ce pas, le ministère de la Justice, si on veut, et plus globalement l'ensemble du peuple sénégalais, puisque c'est lui qui est le maître des poursuites, n'est-ce pas? Quand il y a beaucoup de confusion dans la presse, c'est son rôle de sortir et de clarifier. Donc la situation, il l'a fait. Ibrahim, le procureur a fait sa sortie. Certaines personnes proches de Khalifa Sall disent que c'est des affaires politiques, c'est de la manipulation. D'autres, qui sont naturellement de l'autre camp, estiment que c'est la victimisation que Khalifa Sall est en train de faire. Aujourd'hui, quelle lecture peut-on faire de cette sortie du procureur? Alors, merci Alassane. Il y a plusieurs questions en une. Il y a l'affaire Khalifa Sall intrinsèquement et il y a la sortie du procureur également. Et après, on peut essayer de faire une corrélation des deux. Alors, sur la sortie du procureur, on peut dire que ça a une base légale. Au Sénégal, il y a une réforme qui est intervenue dans le code de procédure pénale. En son article 11, in fine, il est permis maintenant au procureur de pouvoir, lorsqu'il y a des affaires judiciaires qui suscitent une clameur publique ou des interrogations, il lui est donné maintenant la possibilité de faire une sortie dans la presse pour expliquer. Ça, c'est vraiment la base légale. C'est le lieu de répondre à ceux qui disent que le procureur a enfreint ou bien aurait violé le secret de l'instruction. Il n'en est rien parce que c'est une dérogation. Cet article-là est une dérogation. On peut maintenant après discuter sur la pertinence de cette disposition-là, mais le fait est que ça a une base légale. On peut faire des commentaires sur la sortie du procureur, mais pour faire ces commentaires-là, il faudrait qu'on revienne sur l'affaire Khalifa Sall, qui est en réalité le nœud gordien de cette problématique-là. L'affaire Khalifa Sall autorise plusieurs entrées en termes d'analyse. Il y a une entrée strictement politique, pour la comprendre, il y a une entrée alors juridique. D'un point de vue juridique, c'est somme toute une affaire assez banale qui sont prévues par les textes de ce pays-là, qui voudraient que lorsque le président de la République, qui est le garant de la transparence démocratique, parce que la transparence démocratique repose sur un certain nombre de choses. Il y a des principes et il y a une effectuation. Dans cette effectuation-là, on retrouve la notion de contrôle. Le président de la République est en charge quelque part d'assurer que les délégataires de pouvoir ont bien appliqué le pouvoir qui leur a été délégué selon les règles qui gouvernent ce pays-là. Maintenant, sous ce rapport-là, le président de la République est titulaire en tant qu'autorité administrative suprême d'un
de ce qu'on appelle un pouvoir discrétionnaire. Un pouvoir discrétionnaire, un pouvoir d'opportunité, qu'on oppose généralement dans les facultés de droit à ce qu'on appelle la compétence liée. La compétence liée est une compétence qui est attribuée à une autorité administrative et qu'il se doit nécessairement d'appliquer lorsque un certain nombre de conditions sont présentes. Lorsque celui qui est en charge de délivrer la carte d'identité nationale, il n'a pas le choix. Lorsque la personne a 18 ans et que la personne en fait la demande, il n'a pas le choix. Non, il délivre. Donc ça, c'est une compétence liée. Alors que dans le pouvoir discrétionnaire, il y a la possibilité de faire une délibération. Le président de la République, dans le cas d'espèce, c'est-à-dire le fait de pouvoir saisir le procureur de la République aux fins de poursuite sur tel ou tel rapport qui lui a été donné, il a un pouvoir discrétionnaire. Ça, c'est critiquable, ça ne l'est pas. C'est un autre débat. Mais le fait est que l'organisation administrative du Sénégal dit que le président, lorsqu'il est destinataire d'un rapport d'un corps de contrôle tel que l'IGE, dans le cas d'espèce, il a la possibilité, selon sa propre délibération, de saisir ou pas le procureur de la République. Et avec l'affaire Khalifa Sall, il l'a fait. Donc on peut dire que, sur le plan strictement légal, lorsqu'on se tient à une analyse légale stricto sensu, le président il n'y a pas encore de dérapage par rapport à la règle de droit. Mais ça, ce n'est que l'entrée juridique. Maintenant, L'entrée politique maintenant. Maintenant, si on va à l'entrée politique, et c'est là où il y aura une corrélation avec la sortie du procureur. D'un point de vue politique, il y a quand même certaines bizarreries. Il y a certaines bizarreries qui font que le timing est suspect. Le fait qu'une personne, qui plus est maire de Dakar, qui plus est, qui a révélé un certain nombre d'intentions, lesquelles intentions sont de devenir un jour président de la République. Il ne l'a pas ouvertement dit, mais bon, ça se comprend, ça se déduit de l'ensemble de ses déclarations, de ses actes posés, et un peu de la brésina qui est en train d'exister au PS, et ça on en reparlera. Donc il y a quelqu'un qui a déclaré sa candidature. Il est quand même bizarre que le temps judiciaire, qui n'est pas un temps particulièrement rapide, soit dans une sorte de concomitance avec le temps politique pour que cette personne-là soit subitement attiré devant la justice pour s'expliquer sur telle ou telle autre chose. On semble avoir la même similitude en France avec François Fillon. C'est ce que j'allais dire, puisque nous aimons beaucoup la France, et moi j'y vis en tout cas. Le parquet financier, donc, qui a déclenché les poursuites contre François Fillon, ce parquet financier a été créé par le président François Hollande. Personne en France ne met... Oui, l'affaire Cahuzac, donc ce fameux ministre donc, socialiste d'ailleurs qui avait fait une fraude fiscale, qui a été condamné d'ailleurs pour ça. Ce parquet financier est actionné, mais comme ici l'IGE et ensuite le procureur par le pouvoir. C'est tout à fait normal. Maintenant, il ne faut pas que... Sauf que dans le cas du parquet financier français, il y a une autosaisie du parquet financier. Le parquet financier s'est autosaisi dans l'affaire Fillon. Oui, si on veut, mais tout le monde sait que c'est quand même le président, en tout cas... Il y a une permission qui est demandée. C'est l'Élysée. Et ensuite, le parquet a communiqué, d'ailleurs, ils ont sorti carrément un communiqué, donc quand les choses ont commencé à traîner, pour dire que non, il n'y aura pas l'affaire ne sera pas classée sans suite. Donc par conséquent, il n'y a que deux possibilités, où il y aura une citation directe, ou alors une ouverture d'information judiciaire. Et je crois qu'on va vers cette deuxième hypothèse, et que M. Fillon est convoqué par les juges. Donc 3 juges ont été nommés, et il est convoqué pour le 15. Donc c'est des choses très claires. Alors la même concomitance dont vous parlez tout à l'heure s'applique ici aussi. Alors le problème n'est pas de savoir si oui ou non il y a un timing ou je ne sais pas quoi, mais c'est les faits. Est-ce que oui ou non il y a un problème? Oui, mais la question que beaucoup se posent aujourd'hui, c'est sur la table du président, il n'y a pas que ce rapport de l'IGE, il y a d'autres rapports. Et puisque lui, peut-être, il a l'opportunité, lui, le président, de saisir, vient de le dire qu'il n'a pas en la matière une compétence liée. Il n'est pas tenu de sortir le dossier de Mademba ou de Massamba. C'est lui, avec son pouvoir discrétionnaire, qui décide. Mais est-ce que cela ne crée pas quelques troubles dans l'opinion sénégalaise, où un président qui venait dire je viens faire la rupture, la justice est là pour tout le monde? Oui, mais d'ailleurs, bon, on irait très loin. Moi, du point de vue philosophique, puisque tout à l'heure, j'ai bien tenu à ce qu'on dise que je suis professeur de philosophie. Pourquoi? Parce que simplement, en matière, donc, je ne suis pas juriste, mais tous les juristes font ce qu'on appelle, ils étudient dans leur curriculum, il y a un petit aspect qui est la philosophie du droit. Alors, John Rawls, et depuis d'ailleurs le droit naturel, etc. Et moi, j'analyse de ce point de vue-là, strictement, parce que
professeur de philosophie, ça veut dire quoi? Vous avez les diplômes pour enseigner la philosophie. C'est la maîtrise, le KS, le certificat d'aptitude, l'enseignement du second degré, etc., etc. Voilà. Donc ça, vous pouvez vous revendiquer de ça comme titre. Et donc, de ce point de vue-là, bon, Rawls, par exemple, pour le citer, un philosophe américain qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui a écrit la théorie de la justice, dit que la justice, c'est l'équité. Donc, justice is fairness, c'est ce qu'il dit. Bon, mais c'est dans le cadre aussi d'une république et dans une organisation du pouvoir. Est-ce que dans notre pays... Mais pourquoi un tel dossier, pas un autre? Mais c'est ce que je dis, c'est ça le sujet, c'est-à-dire que, bon, je peux vous donner aussi la théorie marxiste de la justice. Les marxistes disent que la justice n'est rien d'autre, le droit n'est rien d'autre qu'un état de rapport de force à un moment donné de l'histoire. Bon, par exemple, si on prend le cas de la France, quand il y avait l'ancien régime et la monarchie, il y avait un système juridique et un système judiciaire bien spécifique. En 1789, après la Révolution, du jour au lendemain, tout ce système-là a été jeté aux orties et il y a eu le système républicain. Donc, bon, la justice, voilà. En tout cas, aujourd'hui, dans nos pays, qui sont des pays démocratiques, aussi bien les États-Unis, le Sénégal que la France, ça fonctionne comme ça. Il y a un président de la République qui est détenteur du suffrage populaire et qui, en tant que tel, donc, a des prérogatives. Cela ne veut pas dire que le parquet, même s'il est actionné, est totalement lié. Parce qu'ensuite, c'est remis entre les mains de juges qui, eux, sont indépendants et qui vont décider en fonction des faits et de l'interprétation qu'ils font de ces faits. Oui, et par rapport à cette sortie du procureur qui dit qu'il va transmettre le dossier au juge d'instruction dès la semaine prochaine, parce qu'il a constaté que dans le dossier, qu'il y a eu de l'argent qui aurait été remis au DAF, qui dit le DAF dans le dossier l'avoir remis à M. Khalifa Sall, que cet argent n'a jamais acheté une graine de riz d'huile de mil. Oui, Alassane, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut éclater l'approche pour pouvoir avoir un point de vue certain. Si on s'en tient à des logiques strictement juridiques, le procureur a une démarche qui n'est pas critiquable. Le procureur a basé sa sortie sur un texte et sa qualification ne souffre pas aujourd'hui de critiques de quelque ordre qu'il soit parce qu'il a bien visé les bons textes. Oui. Et je vous dis que c'est une banale affaire. C'est une banale affaire de, voilà, on peut dire de détournement. Mais il faut aller plus loin pour affiner l'analyse. Je dis, ce qui est intéressant, c'est l'aspect politique de la question et parfois l'aspect sociétal de la question. L'aspect politique, j'en étais à développer que il y a quand même suspicion légitime à voir qu'il y a dans le même dossier, dans le même rapport qui a été transmis entre les mains du procureur, il n'y a pas que la mairie de Dakar qui a fait l'objet d'un contrôle. D'autres maires ont fait l'objet du contrôle, mais je ne sais pas quel est le sort qui a été réservé par le procureur aux griefs qui ont été reprochés à ces autres maires-là. Première chose. La deuxième chose, quand même, c'est qu'il est quand même curieux que M. Khalifa Sall, en cette période précise, puisse faire l'objet de ce type de tracasserie. Deuxième chose. Et maintenant, il y a un paradoxe. C'est là où il y a un paradoxe d'un point de vue sociétal. Lequel? Le paradoxe est que la société sénégalaise, aujourd'hui, est en revendication permanente d'une justice. On veut une transparence, une reddition des comptes. Ceux qui crient au complot sont ceux-là même qui sont toujours prêts à demander une application de la justice. Une application de la justice dans ses extrêmes, dans ses limites les plus extrêmes. C'est-à-dire qu'ils veulent une justice sélective, peut-être? C'est ça le paradoxe. Autant les commentaires que j'entends sur l'affaire Khalifa Sall venant de ses partisans, ces commentaires-là sont de nature à dire que c'est une justice sélective, c'est une justice qui est une justice vengeresse, une justice Ça, c'est le point de vue. Mais ces mêmes gens-là qui disent que c'est une justice sélective, ce sont ces mêmes gens-là qui demandent que toutes les autres personnes qui sont de près ou de loin impliquées dans un dossier, par exemple le frère du président de la République, puissent être attirés à la barre. Donc, il y a ces paradoxes. La compréhension du problème ne doit pas se limiter ou s'épuiser exclusivement à des considérations juridiques. Maintenant, sur la sortie du procureur, alors pour faire le lien, là où c'est curieux, moi j'ai très bien écouté le procureur. Je l'ai très bien écouté. L'écouter et réécouter. Moi, ce qui m'a gêné dans la sortie du procureur, c'est qu'il se soit positionné comme étant un interlocuteur d'acteurs politiques. Le procureur a passé son temps à dire on.
en réalité, c'était des réponses qu'il apportait à ce que des états-majors politiques étaient en train de sortir. On nous fait le procès de tel, on nous fait le procès de tel. Donc, en réalité, il était là pour répondre. C'est la posture politique du procureur de la République qui pose problème dans sa sortie. Pas sur le fait qu'il ait le droit de le faire ou bien qu'il ait... Non, il peut le faire. Mais c'est une posture politique. On prenait tout à l'heure l'exemple de François Moulin en France. Mais jamais le procureur de la République français, faisant une sortie, ne s'était lancé à ce jeu-là, à répondre à tel ou tel. Le procureur de la République français, de Paris, d'ailleurs, le procureur de Paris, lorsqu'il sort, il ne fait que relater les faits et donner l'état de la procédure sur telle ou telle autre question. Mais le procureur s'est subrepticement penché, mis dans la posture d'un acteur politique. Et c'est là où également le second degré de suspicion se révèle. Parce qu'on a eu l'impression que le procureur ne supportait pas les critiques, quelque part, par rapport aux états-majors politiques. Il était un peu irrité et il voulait répondre à tout le monde. C'est la gêne qu'on a sentie. C'est-à-dire, c'est la gêne qu'on a sentie parce qu'il était dans une... on peut dire que il est procureur de la République. On a donné la définition du procureur, c'est il a en charge la défense des intérêts de la société. Mais ici, il y a en fond une sorte d'opposition entre le parti qui est au pouvoir et l'opposition. Et dans sa sortie, on semble lire quelque part que le procureur était celui qui répondait, qui donnait la légitimité juridique des propos politiques de notre camp. Et ça, c'est une gêne quand même. Oui. Mamadou Dia, comment comprendre que dans un pays comme le Sénégal aujourd'hui, où les gens veulent la justice, en même temps veulent qu'elle soit sélective? Quand ils sont dans une position d'opposition, ils crient au complot. Quand ils sont au pouvoir, ils crient à la justice. Il y a un problème, même au niveau de l'opinion. Mais justement, le problème est le suivant. C'est que les peuples, c'est tous les peuples de la planète, c'est pas seulement le peuple sénégalais, les peuples sont toujours traversés de courants contradictoires et ils ont des comportements parfois paradoxaux. Et si vous dites que le procureur a essayé de répondre, bon, c'est une interprétation. Le problème est que dans notre pays, comme dans tous les pays aujourd'hui, en tout cas de démocratie républicaine ou d'état de droit, comme on dit, il y a une justice qui devient une justice d'opinion, qui devient une justice médiatique. En tout cas, les avocats, comme ils n'ont pas le droit de faire, pour ainsi dire, de la publicité, parce qu'ils n'ont pas ce droit-là, par médias interposés, ils se font de la publicité. Et avec les réseaux sociaux, les journalistes, regardez, le Sénégal est l'un des rares pays où je crois que c'est les questions politiques qui font le plus vendre. Le matin, tous les quotidiens à la une, c'est des questions politiques. On dirait, et d'ailleurs, c'est pourquoi les gens ont besoin de créer des campagnes électorales permanentes pour se faire de l'argent, entre guillemets. Et dans les réseaux sociaux, mais c'est des déferlements de critiques, d'opinions, mais infondées, mais voilà, extrêmement graves. Et on n'y peut presque rien, ce qui fait que les procureurs sont obligés de clarifier les choses, disons, de ramener le débat à sa réalité. Parce qu'à la fin des fins, quand même, il y a des faits, et c'est sur ces faits que la justice va trancher. Et qui va trancher, ce n'est pas le procureur lui-même, ce sont les juges indépendants, assis, lesquels vont, en leur âme et conscience, et dans l'intérêt supérieur du peuple sénégalais, j'imagine, vont se saisir des dossiers et vont trancher. Et il y a eu des tas de procès qui ont eu lieu ici au Sénégal quand même depuis très longtemps, où les gens de l'opposition ont eu gain de cause. Récemment, Toussaint Manga a été relaxé avec les jeunes qui étaient avec lui. Donc je ne peux pas cautionner en tout cas ou avoir une vision linéaire selon laquelle à chaque fois la justice tranche du côté du pouvoir. Les faits démentent cette opinion-là. Oui, mais c'est... Il y a aussi l'autre affaire, c'est l'affaire Abdoul Mbaye, qui supposait être une affaire privée, qui aujourd'hui a été évoquée aussi par le procureur. Oui. C'est une question de divorce entre les femmes. C'est ça, c'est une banale question de divorce qui arrive, qui n'a jamais divorcé dans ce pays-là. Tout au moins, le taux de divorcialité, lorsqu'on prend les dernières statistiques du tribunal, c'est un taux qui s'élève. Donc, il y a énormément de divorces. Encore une fois, il faut que je me répète pour que l'idée ne passe pas auprès des auditeurs que je suis d'un cas ou d'un autre. Je suis en train de faire une analyse, laquelle analyse doit être éclectique pour être claire et complète. L'affaire Abdoul Mbaye, une banale affaire de divorce. Dans cette affaire Abdoul Mbaye également, on peut dire que le procureur, il est dans son rôle que de clarifier l'affaire. J'ai rappelé les dispositions du Code de procédure pénale en son article 11 in fine. Mais également là, pourquoi une banale affaire de divorce
parce qu'elle concerne une personne qui également a révélé ses ambitions à vouloir être président de la République. Mais est-ce que c'est pas cette personne qui a médiatisé aussi cette affaire qui fait qu'aujourd'hui qu'elle se dise quelque part que sa convocation répond à des relents politiques qu'aujourd'hui qu'elle est sur la place publique. Il y a ce qu'on appelle en droit, c'est un principe d'interprétation qu'on peut élargir à un principe logique, ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Michel Abdoul Mbaye, aujourd'hui, est un opposant qui d'ailleurs dans sa posture d'opposant emporte quelque part une charge de frustration, parce que quand même, il a été Premier ministre du président de la République. Quel est le moyen qui est à la disposition d'un opposant au Sénégal pour se faire entendre, sinon de critiquer à tout va tout ce que fait le pouvoir et ses démembrements? Mais il est dans son rôle quand il le fait, à tort ou à raison. Mais la médiatisation de la chose... C'est lui qui l'a cherché. C'est lui qui a cherché une médiatisation, mais il veut se faire entendre. Aujourd'hui, tous les politiques, on parle même de cyberpolitique au Sénégal ou de médias politiques. Les grands politiciens du Sénégal, là, leur parti ne compte pas 1000 personnes. C'est des gens qui sont présents à temps continu, à feu continu dans la presse et sur Internet. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui définit un peu le politicien sénégalais. Mais si on va dans le fond, on voit des partis politiques qui ne sont que des boîtes postales ou bien qui n'ont pas 100 personnes. Donc, à raison, un nouveau parti qui est né et dont le positionnement n'est pas... Théoriquement, on ne peut pas très bien comprendre le positionnement d'un parti qui, il y a 3 jours, était Premier ministre, qui après... Il y a beaucoup de problèmes qu'on aurait pu relever sur le positionnement, sur la cohérence du positionnement de M. Abdoul Mbaye. Mais il reste qu'aujourd'hui, il se définit comme étant un opposant. Et il a décrit une ambition. Son ambition, c'est de succéder au président de la République. Et à partir de ce moment-là, quels sont les moyens qui sont à sa disposition pour se faire entendre du plus grand nombre, si ce n'est de passer son temps à critiquer. Et d'ailleurs, on voit bien, c'est là où on peut également affiner une lecture en disant que ce sont des critiques d'opportunité. Jamais je n'ai entendu de ces grands partis aujourd'hui qui sont en train d'ailleurs de se coaliser, jamais je n'ai entendu de ces grands partis-là une proposition, un projet de société. Il n'y a pas eu de Weltanschauung. Ce qui se passe, c'est tout simplement des réactions d'opportunité. Ils passent leur temps à faire de l'opposition de commentaires. À chaque fois que le président de la République sort une parole, il en profite pour commencer à critiquer cette position-là. Mais si on essaie d'avoir une hauteur de vue sur la position de ces grands partis-là, on ne sent pas parfois un projet de société capable de suppléer ou à tout le moins de supplanter ce qui nous est proposé aujourd'hui. Ça, c'est un gros problème. Mais moi, je dis encore une fois que ce parallélisme des formes-là voudrait que les opposants utilisent les moyens dont ils disposent, mais que ceux qui sont au pouvoir, qui sont détenteurs de ce pouvoir, utilisent d'autres moyens parce qu'ils sont investis d'un pouvoir. Ils ont la légitimité d'avoir recueilli le suffrage universel des Sénégalais. Donc on ne peut pas, étant à cette dignité de fonction, se ramener à quelqu'un qui n'est investi de rien du tout et parler un langage comme si on était à une querelle de Borne-Fontaine. C'est là où le débat politique sénégalais pose problème. Oui, mais dans cette bataille aujourd'hui, où sont les Sénégalais? Qui parle des Sénégalais? Qui parle de problèmes? Hormis des intérêts personnels ou les partis politiques qui sont des associations privées, encore une fois, qui cherchent un suffrage des Sénégalais, mais qui sont des associations privées, où sont les Sénégalais dans tout ça? Mais malheureusement, c'est ça le problème, c'est que les gens commencent de plus en plus à désespérer donc de l'action politique, parce qu'en fait, on voit maintenant que ce ne sont plus des partis politiques en réalité, ce sont des entreprises privées de presse, de politique, parce que les gens utilisent la politique pour gagner de l'argent, pour avoir de l'influence, etc. Bon, ça c'est un premier débat. Le débat pour suivre M. Thioune, c'est que qu'il y ait opportunité ou pas, faut-il répondre à la question suivante. Les politiques sont-ils des citoyens à part ou à part entière? Les politiques, comme tout le monde, sont des citoyens sénégalais. Et comme tout le monde, sont donc assujettis à la règle. Apparemment, ils ne le sont pas à travers le monde. Hein. Les Sénégalais, les citoyens lambda, on les met rapidement en prison quand ils fautent. Oui, mais les politiciens, il y a tout un raffut qui est fait autour de ce qu'ils font. Justement, parce qu'eux peuvent mobiliser la presse, parler d'acharnement, alors que dans le cas d'espèce, pour le moment, si vraiment il y avait acharnement, justement, il y aurait eu mandat de dépôt, il y aurait eu... C'est comme Fillon en France, qui parle d'acharnement aussi. Exactement, hein? Fillon parle d'acharnement, mais jusqu'à présent... Et Marine Le Pen. Il n'a pas été mis en mandat de dépôt, on ne l'a pas arrêté, on ne l'a pas interdit. Ah bon, c'est pareil pour Marine Le Pen. Donc dans les faits, les politiciens sont au-dessus de la loi. Non, oui, de facto, d'une certaine façon, puisque Marine Le Pen avait une immunité parlementaire au niveau du Parlement européen qui a été levée. Donc maintenant... Elle a refusé encore une fois, je crois, de déférer à une convocation. Je ne sais pas ce que maintenant le juge va faire. Mais les juges maintenant ont les moyens juridiques de l'arrêter ou de l'amener par la force à venir répondre. Bon, en ce qui concerne encore le Sénégal,
M. Abdoumbaye comme M. Khalifa Sall, il y a des faits. Et M. Abdoumbaye s'est permis de répondre au procureur en disant que lui n'avait jamais produit de faux. Mais si tel est le cas, M. Abdoumbaye n'a aucun souci à se faire. Au niveau des juges qui vont être saisis, s'il n'a pas fait de faux, ces juges-là trancheront. Où est le débat? Moi, je ne vois pas de débat dans ce cas-là. Maintenant, a-t-on besoin de tout raconter au niveau de la presse? Cette volonté de transparence absolue est une fiction. Et elle est très dangereuse pour la démocratie. On ne peut pas. La démocratie doit s'arrêter donc à l'entrée des chambres à coucher, par exemple, etc. On ne peut pas tout mettre sur la place publique. Et ce débat est très dangereux parce que les dérives ont commencé d'ailleurs et dans les réseaux sociaux, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Et c'est d'autant plus une horreur que les gens sont cachés, on ne sait pas qui parle. Voilà. Et si on continue comme ça, la démocratie elle-même sera en danger. Dans tous ces pays-là, aussi bien aux États-Unis, regardez ce que fait M. Trump. M. Trump dit des contre-vérités, mais sans sourciller. Et on le met devant ses propres responsabilités. Il se dit non, finalement, Obama est américain, et puis point. Non, vous avez dit pendant des années qu'il ne l'était pas. Vous dites que vous êtes mieux élu que depuis Reagan, vous êtes le président le mieux élu, c'est faux. Obama est mieux élu que vous. Il dit non, c'est pour les républicains. On vous dit que oui, George W. Bush est mieux élu que vous. Oh, c'est une information que j'ai eue. Les politiciens doivent arrêter ce cirque-là. Et les médias ici au Sénégal sont complices. Et d'ailleurs, ces médias avaient d'une certaine façon voulu avoir ce qu'on appelait la dépénalisation des délits de presse. Mais qui sont-ils? Les journalistes sont des citoyens comme tous les autres. Ils n'ont pas à avoir une immunité, tout comme les politiciens. Ce sont des citoyens comme les autres. S'il y a des problèmes qui relèvent du droit pénal, de la correctionnelle, etc., mais ils doivent aller là-bas s'expliquer et comme tous les autres, se faire juger en âme et conscience par les juges qui sont dépositaires de cette fonction-là. Dans une situation très confuse aujourd'hui dans ce pays, on assiste à des guerres de positionnement dans tous les partis politiques, à l'APR, au Parti Socialiste et au PDS. Et ce sont ces partis qui disent aspirer, diriger les Sénégalais, faire notre bonheur. Et dans cette bataille, les Sénégalais, eux, ils sont où dans ça? Voilà. Alassane, est-ce que les gens sont dans ce pragmatisme pour gérer leurs propres intérêts personnels? Les Sénégalais sont partout. Il y a une logique qu'il faut comprendre. C'est ce qu'on appelle le déclin ou la fin des partis politiques. Dans tous les pays du monde, y compris le Sénégal, les partis politiques ne sont plus les seuls véhicules qui permettent, de porter une parole publique, de permettre d'accéder au pouvoir. Au Sénégal, le verrou a sauté, maintenant il y a les candidatures indépendantes qui sont permises. Il y a ce qu'on appelle des organisations post-partidaires. Les organisations post-partidaires, ce sont des organisations qui sont hors des partis politiques et qui se formalisent selon parfois des organisations citoyennes, selon parfois... Aux États-Unis, on a vu les Tea Party. On a vu les Tea Party qui ont toute cette dynamique Trump-là est partie de ces Tea Party. On a vu en Angleterre ce qui se passe. On a vu les Podemos, on a vu en Espagne, on a vu en Grèce ce qui se passe. On a vu au Sénégal, que les grands chamboulements politiques de l'histoire récente ont été le fait non pas tant des partis politiques que des organisations de type post-partidaire comme l'affaire du 23 juin, le M23, il y a également les jeunes de Y'en a marre. Aujourd'hui, les Sénégalais, c'est pas parce qu'ils ont disparu de la scène, mais ils ont réorienté leur fenêtre de tir pour se positionner sur le plan politique. Et là, il y a un gros problème institutionnel. Il y a un gros problème institutionnel au Sénégal. On ne donne pas, les institutions sénégalaises ne sont pas structurées pour donner la parole à ces organisations qui fleurissent en dehors des partis politiques. Aujourd'hui, Est-ce que c'est cette contrainte qui fait que la plupart d'entre eux qui sont dans ces organisations de la société civile deviennent des politiciens? Non, ça c'est une défectuosité liée à ces organisations qui ont viré dans le pouvoir. Ablaye disait qu'il y a beaucoup d'entre eux qui sont des politiciens encagoulés. Il avait raison sous ce rapport-là, parce que une organisation de la société civile doit être à équidistance entre le pouvoir et la société civile, justement. Elle doit se saisir de questions objectives et les porter à la connaissance en les argumentant à la connaissance des pouvoirs publics pour que les choses changent. Sous ce rapport, il faut faire une summa divisio, c'est-à-dire une distinction fondamentale entre deux choses lorsqu'il s'agit de l'organisation politique d'une société. L'organisation politique d'une société se joue au travers de deux leviers. Il y a un levier du pouvoir et il y a un levier de l'influence.
Le levier du pouvoir mène, ce sont généralement les politiques qui arpentaient ces chemins-là, qui devenaient ministres et qui voulaient changer les choses du point de vue du pouvoir que la société, que l'État leur donne. Mais il y a également l'influence. Les organisations de la société civile ont toujours été des organisations qui avaient tendance à faire influer un certain nombre de décisions politiques du point de vue de leur puissance revendicative, de leur plaidoyer. Il y a également une troisième partie qui est venue se mêler à ça, ce qu'on appelle les experts. Aujourd'hui, les experts ont une voix autorisée. Toutes les politiques environnementales qui sont en train aujourd'hui d'être mises en vigueur et qui changent la face du monde sont le fait du GIEC. C'est des experts qui se sont mis quelque part et disent, écoutez, il y a ça, telle est la vérité scientifique, faites-en ce que vous voulez. Donc, le peuple sénégalais, pour en revenir à sa position, le peuple sénégalais n'a pas disparu. Le peuple sénégalais est encore plus présent, mais le fait est que le peuple sénégalais a déserté les partis politiques pour exprimer sa position autrement au travers d'un autre type de véhicule. Et ça, c'est une lame de fond internationale qui a pris au sein. Le ballet citoyen au Burkina est en train de faire Filimbi au Congo. C'est là où le peuple s'exprime. Le peuple ne s'exprime plus par un militantisme béat. Parce que si on interroge un peu l'histoire des partis politiques, c'est quoi un parti politique? Le parti politique, c'est une organisation privée dont le but est de la conquête et la conservation du pouvoir et porter une certaine idéologie. Aujourd'hui, il n'y a plus d'idéologie. Il n'y a plus d'idéologie. C'est-à-dire, Fukuyama et Huntington ont réglé cette question-là depuis longtemps. Il y a toujours des idées. Hein? Mais il y a des idées, mais il n'y a plus d'idéologie. Il y a toujours des idées. Tant qu'il y a des idées, les hommes portent les idées. Oui, les hommes portent les idées, mais ils les portent autrement. Les partis politiques étaient devenus pour les esprits libres des endroits carcéraux. C'est-à-dire, lorsque vous êtes un intellectuel et que vous êtes dans un parti politique, vous êtes normalement... Corseté dans la pensée. Oui, dans la pensée, vous êtes constaté dans la pensée, vous êtes obligé d'avoir un parti pris par rapport à telle ou telle autre chose. Aujourd'hui, les Sénégalais ne se sentent plus à l'aise dans ces carcans et ils vont s'exprimer par d'autres voies. Aujourd'hui, M. Mamadou Dia, c'est guéguerre qu'on voit dans ces partis politiques. On a l'impression que ce sont des personnes prises individuellement qui se positionnent. Mais à l'an de fond, on voit aussi les populations quelque part prendre parti pour ces gens-là. Ceux qui sont dans ces partis politiques-là, c'est aussi des Sénégalais aussi. Moi, j'aurais tendance à dire rien de nouveau sous le soleil. Au Sénégal, ça a toujours été comme ça. Écoutez, c'est l'histoire récente du Parti socialiste, qui était là pendant quand même des décennies, le parti du pouvoir, et le parti au pouvoir en même temps. Les guerres étaient mortelles. On a parlé de blindage, voilà. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Comme les Sénégalais sont vraiment très très intelligents, et ça c'est une qualité que nous avons, nous devons en être fiers, les gens ont trouvé des moyens de contourner les partis. Vous vous rappelez très bien, enfin peut-être que vous êtes trop jeune pour vous rappeler de ça, mais enfin il y avait quand même les Kossapad, les Konagri-Sapad, les patates, c'était quoi? À un moment donné, donc c'est un Kaolakwa d'ailleurs qui a eu cette génialité de créer le COSAPAT, comité de soutien à l'action du président Abdou Diouf, pour contourner le parti, puisqu'il ne pouvait pas se faire une place au sein du parti, et comme ça il a créé... Mais dans quel but? Le but c'était pour de capter, de captation de ressources. De ressources aussi. De captation d'une position d'influence, si on peut dire. De ressources. Ça lui permet, ça lui a permis d'entrer, en tout cas dans la sphère... Et de le monnaie après. Pas par le biais du parti, puisqu'il n'avait pas de place dans le parti. Mais le but, c'est de monnaie ça bien sûr, mais d'une certaine façon. Influence, poste de responsabilité, nomination, voilà. Ça revient au même, apparemment. Ça revient en gain. On en est exactement. C'est la même chose aujourd'hui. Toute cette bataille au sein de l'APR, par exemple, c'est pourquoi? Parce que c'est le parti qui est au pouvoir. Et parce qu'il est au pouvoir, c'est là où on fait les nominations, enfin les plus importantes. Donc c'est normal qu'il y ait cette bataille. Mais à la fin des fins... Au Parti Socialiste et au PDS aujourd'hui? Bon, PDS et Parti Socialiste sont des partis en mutation. C'est un peu différent. Pour l'APR, par exemple, il y a un problème de structuration qui n'a pas encore été fait. On n'a pas fait, pour des raisons d'ailleurs évidentes. Et en ce qui concerne le PS et le PDS, il y a eu des hémorragies extraordinaires. Le PS après la chute donc de 2000 et le PDS après la défaite historique de 2012. Tous ces partis, l'APR sort du PDS, le Réumi sort du PDS, le parti de Souleymane Ndiaye sort du PDS, Souleymane Ndiaye. Il y a une dizaine de partis. Mais au fond, c'est le même personnel qu'on retrouve dans les partis. Mais on a l'impression, si les gens tournent... Voilà, ils se repositionnent pour capter autre chose. Enfin, à la fin des fins, ils cherchent toujours des fosses. Bon, il y en a qui décrètent qu'ils vont être présidents de la République, ils savent très bien qu'ils n'ont presque aucune chance, mais on ne sait jamais. Et ainsi de suite. Mais en le disant, on peut être appelé, on peut être proposé, etc. On l'a vu et revu. Et à chaque fois, donc, c'est des castings qui se font, qui se défont. Les partis, pour la France, par exemple, on va voir les résultats de l'élection présidentielle. Là, un parti comme le Parti Socialiste risque, non pas de disparaître, mais en tout cas d'être sérieusement secoué.
parce qu'avec les départs donc, de Hollande lui-même, qui n'a pas été en position de se présenter, les autres ténors qui espéraient de Valls à Montebourg pouvoir prendre la place et qui ont été défaits par Hamon pendant la primaire, ça c'est des changements majeurs qui vont avoir lieu. Pareil pour les RR, enfin les Républicains, Fillon qui est sorti de nulle part pour s'imposer et à Juppé et à Sarkozy, on va vivre, et lui-même qui est dans la tourmente judiciaire. Donc les choses vont vraiment changer à ce niveau-là. Bon, pour l'Espagne, avec Podemos, on a vu quand même, et aussi bien pour Tsipras en Grèce, c'est parti. Si on prenait l'exemple, enfin l'image du rugby, on marquait le point, mais n'ont pas encore transformé l'essai. Bon, Tsipras est au pouvoir, mais Podemos n'est pas au pouvoir en Espagne. Est-ce que c'est réellement la fin des partis dans ces pays-là? Bon, c'est à voir. En tout cas, les partis sont très secoués. Mais ici au Sénégal, les partis n'ont jamais été vraiment des partis de masse extraordinaires. Bon, il y a eu le Parti Socialiste, mais au départ, c'était l'UPS, l'Union Progressiste Sénégalaise, qui était une union. Il y a eu un certain nombre de partis qui étaient là en train de se battre de manière très violente d'ailleurs entre les PRA et Senghor lui-même, le parti de Senghor. Et finalement, il y a eu cette jonction avec les Abdoulaye Ly, les Hassan Seik, etc., qui, eux, n'étaient pas avec Senghor, mais ils sont venus. Mais il y a eu un débat, une discussion et une entente. Ça, c'est possible au niveau des partis. Mais ces partis sont minoritaires pour une raison très simple. Dans ce pays, il faut encore le dire et le répéter, la maîtrise de la langue officielle du pays pose problème. Il y a peut-être 30 à 40%, et encore j'exagère, de Sénégalais qui maîtrisent cette langue-là. Et comme tout se fait en français, dans les partis, on a quand même des partis élitistes, pour ainsi dire. Les gens qui peuvent décider, etc. Et puisque Abdoulaye nous a laissé la parité, ce qui est une bonne chose, mais une bonne chose que nous devons assumer et essayer vraiment de rendre réelle. Parce que si on prend des femmes comme ça qui ne sont pas à même de comprendre ce qui va se passer au sein des partis d'abord et ensuite au niveau de l'Assemblée nationale, c'est un débat. Et il faut une formation et accélérer si on veut pour amener ces gens-là à pouvoir eux-mêmes, et l'ensemble du peuple sénégalais d'ailleurs, participer au débat, mais de manière intelligente, c'est-à-dire de manière informée. Aujourd'hui, quelle est la configuration qu'on pourrait avoir avec les prochaines législatives, avec ces partis politiques, ces crises qui sont en train de vivre? La configuration qui est la plus immédiatement déductible d'une perspective analytique, c'est un charivari. C'est une redistribution totale des rôles. Le mot a été sorti. On vit au Sénégal un moment de transition. Un moment de transition entre un vieux monde qui n'est pas encore totalement terminé et un nouveau monde qui n'est pas encore parfaitement né. C'est quoi ce vieux monde-là? Ce sont des partis qui se sont sacralisés depuis 60 ans. On a le même personnel politique qui est là. On a des professionnels de la politique qui sont en train de disparaître. Et qui aujourd'hui, si on regarde bien, se retrouvent dans des situations de recasement. On les recase ici pour leur préparer une retraite dorée. Je ne veux pas citer de nom. Et il y a l'émergence d'une nouvelle génération, laquelle génération a une perception différente de la politique. Ce sont des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui ne sont pas dans les partis depuis 15 ans. Moi, je revoyais une émission sur le parti politique et sur Senghor. Je voyais des militants qui disent qu'ils étaient dans le parti à l'âge de 15 ans. Ça n'existe plus. Ce type de militantisme n'existe plus. Donc ce nouveau monde-là vers lequel on va, il est quand même matiné d'un certain nombre d'incertitudes. La démocratie sénégalaise a quitté son point d'équilibre qui était le parti unique et une petite ouverture vers des partis, vers un pluralisme politique, pour se rechercher un nouveau point d'équilibre à travers une vision fragmentée de l'espace politique. Aujourd'hui, on est dans une vision fragmentée. Donc l'avenir aujourd'hui au Sénégal, en termes politiques, n'est pas encore certain, elle n'est pas encore figée. L'exemple emblématique de cette question-là, ça a été évoqué, c'est la situation du parti au pouvoir actuellement. Alors, c'est quand même quelque chose de rare dans les annales politiques, peut-être que ça se passera en France avec En Marche. On a vu un parti qui est né et en 3 ans presque est arrivé au pouvoir. Alors, cette compression du temps pour accéder au pouvoir emporte un certain nombre de négatifs. Arriver au pouvoir avec une coalition aussi. Il ne faut jamais oublier ça. Au deuxième tour. Même Abdoulaye Wade était arrivé avec une coalition. Ces histoires de coalition-là, bon, après, c'est une vue de l'esprit, quoi. C'est une coalition qui est là, mais après, au fond... Une coalition d'intérêt, c'est tout. Oui, c'est une coalition d'intérêt, mais après, on se rend compte qu'au moment de l'exercice du pouvoir, il y a un grand Manitou qui est là, qui décide de tout et qui donne les bonbons et les strapontins. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette accélération du temps politique-là
va déboucher nécessairement sur des situations inédites et incertaines. On a vu l'émergence de personnages politiques tels que Ousmane Sonko, tels que Abdoul Mbaye. Abdoul Mbaye, il y a 10 ans, personne ne pouvait imaginer qu'il ferait un jour de la politique. Personne ne pouvait imaginer il y a 5 ans qu'il y aurait un divorce entre Gakou et Niasse. Personne. Il y a des choses qui sont en train de se jouer et il faut que les analystes politiques commencent à donner une certaine cohérence à ce qui va se jouer. Et le président de la République, quand on analyse sa posture d'un point de vue strictement politique, il a une certaine finesse politique qui me séduit moi parfois. Parce que le fait de laisser le parti au pouvoir là, dans cette inorganisation totale là, c'est quand même une sorte de stratégie. Le fait qu'aujourd'hui on ne sache pas qui, au niveau des élections législatives, va représenter la coalition au pouvoir, est également une sorte de finesse. Parce que du chaos peut naître parfois une certaine cohérence. Il y a une dame très intelligente, une grande professeure de droit, Myriam Delmas-Marty, qui disait que l'ordre maintenant, il faut le trouver dans le désordre. Lorsqu'on retrouve la cohérence du désordre, on a un principe d'ordre. C'est un désordre ordonné. C'est un désordre ordonné. Aujourd'hui, on est dans un désordre politique. Et bien malin qui pourra me dire qu'est-ce qui va se passer. Comment le positionnement d'Idrissa Seck, comment on le comprend aujourd'hui. Idrissa Seck aujourd'hui qui est dans un mutisme, moi je ne comprends pas, je ne sais pas si le mutisme politique est une stratégie politique, je n'en sais absolument rien. Mais le fait est qu'aujourd'hui le Sénégal est en phase de recentrage. Peut-être qu'il allait chercher des moyens financiers. Bah je ne sais pas. Ce pays-là, pour gagner les élections, il faut de l'argent. Hein? C'est des clients. Et c'est ça le problème. On a beaucoup de potentiel. On a beaucoup de potentialité en termes de qualité d'homme politique. Parce que ça également, il faut pas le nier. Quand on a une personne comme M. Idriss Seck, quand on a une personne comme M. Abdoul Mbaye, comme le président de la République, comme Malick Gakou, comme Khalifa Sall, on ne peut pas quand même nous faire le procès en médiocrité de ce personnel politique. C'est un personnel politique qui est aguerri, qui est bien structuré. Mais le problème n'est pas au niveau des personnes. Le problème est au niveau maintenant des populations sénégalaises qui ont un rapport différent avec ce personnage-là. Maintenant, quelle que soit votre qualité intrinsèque, votre trajectoire peut influer et transformer la vision que les Sénégalais ont de vous. Ça, on pourrait approfondir la réflexion pour aller sur les rapports. Oui, rapidement, le dernier point de notre débat, on est obligé d'y aller, c'est la Gambie. Un traité signé, défense, diplomatie et tourisme. Est-ce que la Gambie aujourd'hui est fondamentalement dans une situation où elle peut aider définitivement à régler la crise casamançaise? Absolument, puisque là, on a les révélations donc avec tout ce que Yaya Jammeh faisait en Casamance. Trafic de bois, des armes au MFDC, des facilités de toutes sortes. Oui, je crois que la Gambie peut aider. Mais c'est surtout le Sénégal qui doit céder lui-même à ce que la Gambie l'aide, pour ainsi dire. Là, j'ai lu je crois que c'est sur un site d'une radio étrangère, comme quoi que c'est la lune de miel entre le Sénégal et la Gambie, mais c'est très bien. Mais, encore une fois, les États n'ont pas d'amis. Les États ont des intérêts. Et ça, il est vrai qu'entre la Gambie et le Sénégal, il y a 2 États et un même peuple, c'est une situation assez particulière. N'empêche, il faut que l'on pense aux intérêts, et d'ailleurs, ce qui sont les intérêts des peuples, du peuple sénégambien, si on peut dire. Cet intérêt, c'est que l'économie soit intégrée, que ce pont soit réellement bâti et que la sécurité soit assurée le long des frontières gambiennes et sénégalaises. Et que le Sénégal respecte la Gambie comme un État souverain. Évidemment, ça va de soi. Et dans cette affaire, d'ailleurs, comme tout à l'heure le disait M. Thioune, la finesse du président Macky Sall, vraiment, le traitement de l'affaire gambienne, pour ainsi dire, a été remarquable. Il a eu un doigté, une subtilité, mais qu'il faut vraiment saluer. Et je pense que même sur le plan international, les gens l'ont salué. Et le Sénégal ne s'est pas mis en avant. On a laissé la CEDEAO, et tout en étant en avant, d'ailleurs, dans les faits. Mais c'est comme ça qu'il fallait faire. Et comme ça, on a évité l'effusion de sang et on a réussi donc vraiment cette succession extraordinaire. Mais c'est maintenant qu'il faut semer pour le futur. Si on laisse les choses continuer comme ça en disant que c'est une lune de miel, on a vu en 81, c'est le Sénégal a envoyé des soldats, le Sénégal a payé le prix du sang à l'époque pour faire échec à la tentative de coup d'État de Samba Ikuko et Sagnan. Et on a vu qu'à la fin, le président Diawara n'a pas joué le jeu et que finalement, le président Abdou Diouf a été obligé de mettre fin donc, à la Confédération sénégambienne. Il ne faut pas que cette fois-ci, comme pour ainsi dire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, le Sénégal doit prendre toutes ses responsabilités en accord avec la Gambie pour que cette affaire vraiment se termine ou se consolide dans l'intérêt majeur du peuple sénégambien. Est-ce que la réalité du terrain aujourd'hui, entre le Sénégal et la Gambie, va faire que forcément l'MFDC est obligé d'aller vers la paix? Oui, il y a
Deux choses. Moi, je tiens sur ce dossier de la Gambie-là à vraiment féliciter le président de la République qui a, plus que de la finesse, il a été... j'ai fréquenté un certain nombre de cercles diplomatiques. On dit que la démarche diplomatique du président de la République a été délicieuse. C'est vrai. Il a tout réglé sans coup férir. Il ne s'est rien passé. Le MFDC est à bout de souffle. Le MFDC, en réalité, cette affaire de la Casamance n'a jamais été une rébellion en tant que telle. Ça a été des jeux de position, d'influence, tout ça, mais on n'a jamais eu une effusion de sang, une guerre civile au Sénégal. Non, ça c'est interminablement faux, ça n'a jamais existé. Le MFDC est en bout de souffle et le MFDC, en tant qu'organisation politique qui a une dimension armée, va revoir sa position parce qu'ils ont perdu un allié de taille qui était Yaya Jammeh. Mais ce qu'il est important de noter dans la relation entre le Sénégal et la Gambie, c'est au-delà du Sénégal et de la Gambie. La Gambie fait partie du Commonwealth. Ils ont renouvelé leur appartenance au Commonwealth. Et là, il va se jouer entre le Sénégal et la Gambie, non pas tant une relation diplomatique fondée sur le bon voisinage, mais il va se jouer une guerre d'intérêts entre des logiques économiques différentes. Une guerre d'influence. Une guerre d'influence. Entre le Commonwealth et la francophonie. Et la francophonie. Et aujourd'hui, ce Commonwealth-là, il a besoin de revenir en Afrique. Parce que toutes les études sérieuses montrent que l'avenir de cette planète-là, c'est l'Afrique. Donc il faut qu'ils aient pied à terre. Or, la Gambie est une entrée privilégiée pour l'Afrique. Donc, le débat va se jouer à ce niveau-là. Est-ce que la francophonie aura assez de possibilités diplomatiques, économiques pour pouvoir assurer un ascendant du Sénégal sur la Gambie? Parce que les rapports ne peuvent pas aller autrement. Déjà que le président Adama Barrow a dit que l'on reste avec notre Darachi. Oui, parce qu'ils ne sont pas... Ils sont dans le Commonwealth. Ils sont donc baignés à une autre logique. Ils ont été nourris au biberon d'une autre logique anglo-saxonne. Nous, on a été nourris au biberon d'une logique francophone et jacobine à la limite. Donc, le problème, il faut le dépasser. Il ne faut pas le lire simplement à l'aune du rapport Sénégal-Gambie, qui est un pays qui est enclavé au Sénégal. Non, il faut le lire parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voyez, quelles sont les grandes puissances qui rapidement ont félicité Barrow? Il y a eu, rapidement dans la foulée de ce méli-mélo-là, il y a eu la Russie qui a félicité. Il y avait des accords de défense entre la Russie et le... La Russie a félicité. Rapidement, comment ça s'appelle? L'Angleterre a félicité et Trump a dit, bah, écoute, il faut que ce gars parte. Les États-Unis. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes en train, si on essaie de lire, de décrypter ces interventions-là, que ce n'est pas un pays comme la Gambie qui, en termes de territoire, n'est pas assez massif, qui a appelé l'intérêt de ces gens-là pour qu'ils se prononcent. C'est pour avoir pied à terre en Afrique et faire de la Gambie une entrée privilégiée. Donc il faut tenir en compte cette dimension-là. Oui, dans les accords, Adama Barrow a dit que les pêcheurs sénégalais pourraient désormais aller pêcher en Gambie et que des accords clairs seront faits. Est-ce que c'est un palliatif par rapport à ce qui se passe en Mauritanie? Oui, mais c'est ça le sujet. C'est-à-dire que le cas de la Gambie nous renvoie à nos relations avec tous nos voisins. Parce que ça se joue aussi en Gambie. Les Mauritaniens, comme les Guinéens de chez Alpha Condé, et naguère les Guinéens de Bissau, le problème se jouait en Gambie. D'ailleurs, ça renvoie à la création même de l'État de Gambie. Pourquoi les Anglais avaient décidé de créer la Gambie à l'époque? Et que donc, à l'indépendance, comme ça s'est fait avec le Cameroun, on aurait pu régler cette question. On a perdu l'occasion, on a perdu la deuxième occasion qui était en 81. Mais aujourd'hui, il faut faire avec. Et l'idée est que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts, même si nous avons un seul et unique peuple sénégambien. Voilà, le temps que nous est parti est terminé. Merci à mes invités, Mohamedou Dia, qui est enseignant, professeur en philosophie et journaliste, et aussi Ibrahim Malik Tchoun, qui est juriste et financier. À la technique, Vincent Diop, micro, Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous.